Voici la deuxième vidéo sur le chapitre 9, le prix. Dans la première vidéo, nous avons fait l'accroche avec la présentation de la presse gratuite. Nous avons détaillé la problématique et vu la première stratégie de prix, le prix unique. Donc nous avons vu que c'était la stratégie de prix qui est standard, c'est-à-dire que a priori, les entreprises devraient proposer le même prix de partout, quels que soient les lieux de distribution, quel que soit le type de client. Malgré tout, même si c'est une stratégie de prix unique, il n'empêche pas que l'on peut moduler le prix. Nous avons vu trois possibilités pour moduler le prix. Donc la possibilité de majorer le prix lorsqu'il y a notamment des coûts d'achat plus importants, des coûts de production plus importants, ou lorsque l'entreprise veut augmenter sa marge. Nous avons vu des baisses de prix liées aux promotions, notamment temporaires, en cas de saisonnalité des ventes. Et puis enfin, nous avons vu le cas des produits avec des défauts ou euh, périmés près de la date de péremption. Donc cette stratégie de prix standard a bien sûr des avantages et des inconvénients pour l'entreprise et pour le consommateur. Alors pour l'entreprise, la fixation du prix et la gestion des prix et du portefeuille de produits est simplifiée. On a une bonne approche quand la clientèle est homogène, c'est-à-dire que on cible un segment assez concentré. Le prix unique apporte principalement de la clarté. Hein, donc l'offre est très lisible. Pour le consommateur, l'avantage, hein, c'est aussi cette lisibilité des prix. Il peut facilement comparer. S'il compare deux jouets, qu'ils soient vendus chez Auchan ou chez Toys R Us ou sur une plateforme Internet, il retrouvera le même prix, donc ce qui le confortera dans son choix. Il y a évidemment des inconvénients. Donc, premier inconvénient hein, pour l'entreprise qui dépend de son avantage. On a dit que c'était favorable lorsque la clientèle était concentrée, lorsque la clientèle était homogène. Eh bien, ça devient un inconvénient lorsque les valeurs perçues des clients sont très, très diverses. Le prix unique est alors peu efficace pour toucher des segments très différents. Donc on a des problèmes de fidélisation, hein. Lorsque le prix ne bouge pas, eh bien, peut-être que les clients peuvent se lasser. Ensuite, on ne peut pas adapter le prix en fonction du type de client, de son âge ou de son revenu. Le prix ne va pas servir à se distinguer des concurrents et puis ça ne va pas permettre de réduire les coûts, hein, puisque on ne va pas marger plus sur une clientèle que sur un autre puisqu'on a le même prix. Pour le consommateur, l'inconvénient, c'est qu'il ne récompense pas le client. C'est-à-dire que s'il achète une grande quantité de produits, s'il revient très très souvent, eh bien, il ne sera pas récompensé par son achat. Il peut donc déclarer un comportement attentiste, donc il va attendre que le prix baisse, qu'il y ait une modulation du prix pour passer à l'acte d'achat. Hein, donc il va y avoir une anticipation, hein. On le voit notamment dans des enseignes comme Yves Rocher ou La Redoute. Si on n'offre pas de cadeaux, si on n'offre pas deux prix pour le prix d'un, eh bien on ne va plus acheter maintenant, on va attendre que le produit soit baissé, le prix du produit soit baissé. Donc bien sûr, face à cette politique de prix unique, il y a la politique du prix différencié. La politique de prix différencié ou tarif multidimensionnel. Donc elle s'oppose bien évidemment au prix unique. On peut la définir tout simplement. Cette politique de prix consiste à proposer plusieurs prix pour un même produit ou service afin de s'adapter à la diversité des consommateurs, et à la valeur perçue qu'ils attachent au produit. Donc, tous les inconvénients que nous avons vus dans la politique de prix unique, eh bien, on va les retrouver en avantage dans cette politique-là. Donc, la différenciation des prix se pratique sur plusieurs critères. Le premier critère, les entreprises pratiquent des réductions de prix en fonction du volume du produit acheté.
Hein, donc là, c'est tout simplement en fonction des quantités commandées par le client. C'est ce qu'on retrouve très souvent en B2B, hein, vous avez des grilles tarifaires, plus vous commandez, plus le prix à l'unité baisse. Nous l'avons aussi hein, pour, par exemple, le développement photo. Si vous commandez 50 photos, ça vous coûtera plus cher à l'unité que si vous en commandez 200. Deuxième critère de différenciation, les entreprises tiennent compte de leur tarification, notamment de la catégorie de la clientèle, professionnelle ou particulier, donc là on vient de parler de B2B ou de B2C, des caractéristiques socio-professionnelles, est-ce qu'on est étudiant, senior, famille nombreuse, de la fidélité des clients, hein, est-ce que l'on a une carte particulière qui nous permet d'obtenir un prix. Donc on voit ici, hein, le critère de différenciation, c'est la qualité du client. Donc on va faire une segmentation du prix en fonction de la segmentation de la demande. Donc le cas que nous verrons après, ce sera le yield management. On le voit très bien avec les tarifs de la SNCF, où on a des prix différents si on est senior, jeune ou moins jeune, et si on possède ou pas une carte. Donc là, on a bien la stratégie de prix différencié. Troisième critère, les entreprises peuvent pratiquer des produits différents suivant le pays ou le lieu, en l'adaptant aux conditions de la concurrence locale. Donc tout simplement, le critère de différenciation des prix va être la région de vente. L'exemple intéressant pourrait être pris est de Carrefour, qui en France a plutôt un positionnement de prix moyenne gamme, et on a le positionnement haut de gamme, par exemple, pour l'Asie. Aller chez Carrefour en Asie, c'est vraiment pour avoir des produits pratiquement de luxe. On peut le voir aussi en France, lorsqu'on a une boutique dans le pays de Gex, hein, près de la frontière suisse, eh bien, les prix pratiqués sont plus importants que si on allait dans un magasin à Tarare, par exemple. Autre critère, les prix peuvent varier selon les horaires, les jours et les saisons. L'exemple donné ici, c'est les locations de vacances. Donc là, ça va dépendre du canal, non, ça va dépendre, pardon, du moment et de la période de vente. Donc on sait effectivement que sur certaines périodes, on va vendre moins de produits, donc on va booster les ventes par une baisse des prix. Donc là, effectivement, la location de vacances est pertinente. On a la haute saison, la moyenne saison et la basse saison. C'est la même chose pour les chocolats de Pâques qui, lorsque Pâques est passé, ben, on va faire baisser les prix. Les entreprises proposent des prix différents en fonction des lieux de vente et de leurs produits. Par exemple, les jouets sont vendus moins cher sur Internet que dans les magasins spécialisés. Donc là, ça sera par le canal de distribution. On imagine que le magasin spécialisé va apporter du conseil, va apporter une offre globale qui ne sera pas présente dans le site Internet. Donc, on va peut-être mettre des prix plus élevés, par exemple, en fonction du canal de distribution. On le voit aussi, par exemple, la canette de Coca ne va pas être vendue au même prix chez Lidl que dans une boulangerie. La prise en charge par le client d'une partie du service permet de réduire le prix. Exemple, transport d'un appareil par le client. Eh bien, si vous décidez de venir chercher votre livraison au point collecte ou de l'obtenir chez vous, vous n'aurez pas forcément le même prix. Donc, c'est ce qu'on appelle le degré de participation du client. Dans le petit diapo que je vous proposais, il y avait un exemple de coiffeur. On va en voir un aussi dans un exemple plus tard. Hein, donc le coiffeur qui vous coupe juste les cheveux, il n'y a pas de brushing, il n'y a pas de mise en forme, etc. Eh bien, vous payerez que pour la coupe, par exemple. Et enfin, dernier critère, le client peut diminuer le prix en payant directement en ligne, en choisissant son moment de consommation. Donc ça va être le comportement du client. Donc on ne va pas avoir le même prix si on prend son train en plein milieu de matinée ou si on le prend pour arriver à 8 heures à Lyon. Donc on aura des prix qui vont s'adapter en fonction du moment. La même chose pour les proms. Si on achète son ticket bien longtemps à l'avance, on a des prix plus avantageux. Donc comme pour la politique de prix unique, la politique de prix différencié a des avantages et des inconvénients pour l'entreprise et pour le consommateur. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, le principal avantage, c'est que l'on peut pratiquer des prix plus élevés. Car en fait, le consommateur n'a pas réellement de référence en termes de prix. Il a beaucoup plus de difficultés à comparer les prix que dans la première méthode. Donc, de ce fait, on va pouvoir augmenter ce qu'on appelle le prix moyen. Deuxième avantage,
pareil, en réponse à la stratégie de prix unique, on peut toucher des segments de clientèle différents. On va adapter notre offre en fonction de l'âge, de la fréquentation, par exemple. C'est donc une politique très adaptée à une clientèle hétérogène. Donc, plus les segments sont identifiés, plus l'offre sera claire pour chacun des segments et plus on pourra adapter le prix. C'est la même chose, par exemple, pour les théâtres qui font des abonnements, hein. Donc, on a des parties de la clientèle qui vont uniquement voir des spectacles en abonnement. Donc, on aura une clientèle bien identifiée. Pour le consommateur, eh bien, c'est un peu l'inverse, hein. Si on se situe dans le cas de l'étudiant qui prend son ticket à l'avance, qui a une carte, eh bien, on peut obtenir des prix plus intéressants et on a l'impression de faire une bonne affaire. Donc, dans certaines situations, ça peut valoriser certains clients, donc qui peuvent devenir ambassadeurs de cette marque-là. Pour les inconvénients, eh bien, la même chose, hein, on renverse le tableau de la partie précédente, puisque on a la détermination du prix et la gestion du portefeuille de produits qui devient plus complexe. Plus on multiplie les tarifs, plus le consommateur est déstabilisé et on peut créer de l'insatisfaction. On le voit par exemple hein, dans le train, si quelqu'un a payé son billet 25 euros et la personne à côté l'a payé 150 euros, eh bien on peut avoir un peu un sentiment d'être discriminé. Si l'entreprise pratique des prix trop bas, elle peut parfois aussi nuire à son image de marque, hein. Donc là, on peut le voir sur des chambres, par exemple, d'hôtels de luxe, hein, qui est le cas dans votre livre. Si on met des prix d'appel, des produits d'appel très très bas, hein, pour certaines clientèles, ça peut dévaloriser le reste de la clientèle. Enfin, pour le consommateur, la diversité des prix, hein, on a vu, peut créer une confusion. Il peut se sentir désavantagé par rapport à d'autres. Il n'y a plus vraiment de référence en termes de prix. Donc voilà pour les deux les deux premières politiques de prix. Et nous allons continuer avec la politique de prix forfaitaire. Donc là aussi, hein, vous pouvez retrouver les éléments dans votre livre. Comme son nom l'indique, le prix forfaitaire consiste à appliquer un prix pour un ensemble de biens. C'est la même chose au restaurant, lorsque vous avez une carte, vous prenez une boisson, une entrée, un plat, un dessert, et vous choisissez chacun des produits dans toute la liste, indépendamment les uns des autres. Ou vous avez une possibilité de prendre un menu. Donc dans ce menu, vous avez bien un prix forfaitaire. Vous avez le choix pour une ou deux entrées, les boissons sont comprises ou pas, hein. C'est ce qu'on appelle le prix forfaitaire. Donc, le prix forfaitaire consiste à appliquer un prix pour la vente d'un ensemble de biens ou services similaires ou différents. L'intérêt, c'est que la valeur totale doit être inférieure à la somme des prix unitaires. Donc, dans mon exemple, généralement, le repas à 15 euros dans le menu va coûter moins cher que si l'on prenait chacun des plats séparément à la carte. Donc, il y a un réel avantage pour le consommateur, un bénéfice client de prendre le menu, le forfait, plutôt que les produits isolés. Alors très rapidement, pour l'avantage pour l'entreprise, ça permet de clarifier son offre, hein. On attire des consommateurs parce que les prix paraissent plus intéressants groupés que isolés. Ça permet de vendre des produits qu'on n'aurait pas forcément vendus séparément. Si je reprends mon idée du menu, si mon omelette aux champignons ne plaît pas trop sur ma carte, le fait de l'intégrer dans un menu va pouvoir faire augmenter le volume. Pour le consommateur, ça le rassure. Il sait ce qu'il va payer. S'il a son menu à 15 euros, il sait exactement ce qu'il va avoir à l'intérieur de son menu. Il a un budget qui est clair. Ça lui permet de bénéficier des services en plus qu'il n'aurait pas eu s'il avait pris les produits indépendamment. Et enfin, le prix payé est moins élevé hein, que l'ensemble des produits achetés séparément. Donc, on a aussi un bénéfice client. L'inconvénient, pour les entreprises, eh bien, c'est de faire une surenchère. Il faut toujours faire des nouveaux menus, des nouveaux forfaits, rajouter d'autres éléments. On le voit hein, quand on a les box télé internet, eh bien, à chaque fois, chaque entreprise essaye de proposer des choses encore plus, de faire une surenchère. Donc finalement, la grille tarifaire s'alourdit et puis on est quand même obligé de pouvoir proposer dans certains cas les produits séparément. Enfin, pour l'inconvénient, hein, c'est vrai que quand on prend le forfait, on a plus de choses, mais finalement, en achetant simplement le plat du jour à 9 euros, on aurait eu suffisamment à manger.
on se dit que pour 15 euros, on aurait une entrée, un plat, un dessert, une boisson, hein, mais finalement, on va manger plus que ce qui était prévu et puis surtout, on va dépenser plus. Au lieu de dépenser les 9 euros, on dépensera